Pour commencer, je vais poser une question à chacun des panélistes, mais en posant la question et en répondant à la question, je leur demanderai de se présenter un peu, de présenter un peu leur organisme et aussi pourquoi ils sont avec nous aujourd'hui. Donc, la première question sera adressée à Jean-Charles Pietiacho. En tant que chef d'une communauté qui négocie avec les entreprises minières, comment voyez-vous l'intégration des syndicats dans les discussions autour des ERA? Et quelles sont les opportunités de collaboration et quels sont les défis que vous avez rencontrés? Kui Sisteminanti tayanuchi kahakat chichikinan wapat niya et tayat. Comme je le fais à chaque occasion, je m'exprime dans ma langue maternelle que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup et on travaille très fort dans la société, nous, à sauvegarder notre langue, notre belle langue et comme la plupart des langues à travers le monde qui sont en perdition, nous, on travaille très fort pour reprendre notre langue. D'où je viens, mais je viens de la maison qui s'appelle Nutimit. Nutimit, c'est notre demeure, c'est nos institutions, c'est notre lieu spirituel. Et j'aimerais juste rapidement dire que nous étions une société organisée. Nous sommes toujours une société organisée. Même avant votre venue, nous étions tous des sociétés organisées. Alors, on a rencontré ce qu'on vit actuellement. Euh, Quand on dit que comment les syndicats peuvent, moi j'aurais peut-être, comment nous, les Inuits, nous sommes arrivés à des solutions lorsqu'il y avait des activités industrielles dans notre région. Moi, je suis né dans les années 50 et en même temps, naissait une mine de Rio, mais maintenant de Rio Tinto, mais dans le temps, c'était la QIT. C'était dans les années 50. Alors que les Inuits étaient là, et oublions les emplois, oublions les opportunités, ça s'est fait sans nous autres. Et ça a continué pendant de nombreuses années. Je viens de la communauté de Equantit. Nous sommes une population de 700. Et moi, je suis le chef Innu là-bas depuis 1991. D'ailleurs, j'ai été réélu à nouveau le 30 septembre. Je m'en vais faire mes 36 ans comme chef dans ma communauté. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, il y a le système fédéral, le système d'un conseil de bande. Ça, c'est un système qui a été créé dans les années 1876, lors de la création des communautés des réserves indiennes. Mais nous avions une façon d'élire nos leaders. D'ailleurs, c'était des chefs traditionnels. Donc, mon père était chef longtemps aussi. Mon grand-père était euh, chef héréditaire. Ça veut dire ce qui a été nommé par des familles pour être le leader qui allait défendre les intérêts, les droits des familles à ce moment-là. Et c'est pas évident de refaire l'histoire, de redire d'où. Parce que très souvent, on dit, pour aller vers l'avenir, il faut savoir d'où on vient. Alors, les jeunes, nos gens doivent apprendre cela. La brisure, la brisure qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maux sociaux dans nos communautés, c'est le système de pensionnat. Puis là, je ne veux pas en faire un discours de victimisation ici. Là. Je pense que c'est passé, c'est fait. Alors, pour ne pas revivre ce qu'on a vécu, nous jeunes,
Puis là, on va utiliser les mots en français. J'ai appris là, les abus sexuels, les abus physiques, tout ce qu'on a subi. Là. La plupart des jeunes ont été brisés. La plupart des jeunes sont partis dans le silence. Mais la plupart des jeunes se sont repris. Comme moi, je fais partie de cette lignée de jeunes qui ont dit oui, on a subi. Mais là, il faut défendre nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va rencontrer, ça peut être ici les gouvernements, les sociétés d'État, les organismes. Je ne sais pas si je ne veux pas prendre beaucoup de temps, là, mais les ERA, à mon avis, doivent être améliorés. Dans le cas de la mine à Havre-Saint-Pierre, comme je vous dis, les années 50, ça a été racheté par Rio Tinto. Mais laissez-moi vous dire, je ne sais pas combien de fois qu'on est allé rencontrer la QAIC, qui était très ouvert, mais c'était une société privée. Donc, il y avait déjà la compagnie, les travailleurs, le syndicat en place. Donc, souvent, lorsqu'on allait par politesse, on se faisait dire, pour le moment, non, parce que c'est les employés de la QAIC. OK, mais moi, je leur disais peut-être des emplois d'été pour que les jeunes puissent un jour être avec vous. Là, on nous dit, mais c'est les enfants des familles qui sont déjà pour les emplois d'été. Donc, mais on a dit, OK, c'est bien. L'acquisition de Rio Tinto, là, les choses ont commencé à changer. Et, mais il y a deux façons de voir les choses aussi. Là, c'est que lors d'une création d'une mine, mais c'est sûr, c'est très souvent actuellement, là, c'est la compagnie et nous. Donc, il n'y a pas de syndicat à ce moment-là. Là. Puis, mais dans l'autre cas, où il y a déjà une mine, bon, il y a un syndicat, puis, mais dans le cas de Havre-Saint-Pierre, là, ça n'a pas été évident, ça, il faut se le dire aussi, ça n'a pas été évident. Mais on a réussi à convenir d'une entente en 2019. Nous avons une entente d'ERA qui est l'équivalent d'un ERA signé avec Hydro-Québec en 2009. Donc, on a deux importants, à mon avis, ERA, mais il y a place à l'amélioration. Et le syndicat est venu à la signature de l'entente. C'est déjà un bon pas. Alors, il faut peut-être trouver une façon de faire pour que dans un autre moment que tous ceux qui ont intérêt puissent être assis ensemble. Parce que dans notre cas avec Rio Tinto, c'est que c'était Rio Tinto et la communauté. Mais le syndicat, à travers Rio Tinto, donc, il y a eu des lacunes, c'est sûr, manque d'information, manque de communication ou d'information. Mais on est arrivé quand même à ce qu'on vit actuellement, l'erreur de Havre-Saint-Pierre avec Rio Tinto, puis un erreur avec Hydro-Québec actuellement. Puis je vais peut-être rajouter tantôt, là, parce que moi, si je pars, on est ici pour la journée. Merci beaucoup. Je vous rappelle que cet atelier, c'est à pour titre éclairer les interactions entre les ententes et les répercussions sur les répercussions et les avantages, ERA, entente sur les répercussions et les avantages et les syndicats, les impacts concrets et la collaboration avec les peuples des Premières Nations dans l'industrie minière. Maintenant, j'ai deux questions, l'une pour chacun des représentants des syndicats. Et je vais commencer avec M. Jean-Yves Couture, représentant du Comité national autochtone dans le syndicat des métallos. En tant que représentant du syndicat des métallos au sein du Comité national autochtone, comment travaillez-vous pour aligner les intérêts syndicaux avec ceux des communautés autochtones dans les négociations des conventions collectives? Et est-ce que la négociation à la mise en œuvre des ERA vous alimente dans votre stratégie? Bon. Bonjour, Koué, Annie. Mon nom est Jean Couture. Je suis d'origine Anishinaabe, Algonquin.
Je siège sur le Comité national autochtone au niveau. Nous, on est séparés en 3 districts, là, notre secteur. Le district 5 étant le Québec. On a 3 représentants OK, du Québec étant sur le Comité national. Euh, j'ai un collègue qui est à cette île d'origine Wolastoqey, qui est Christian Chouinard, et j'ai un autre collègue qui est dans la région de Sorel, qui est Inou, qui est à Capelle-Jérôme. Fait qu'on est 3 au niveau du Québec qui représentent les intérêts OK, des Autochtones, et il y en a ensuite dans chacune des autres provinces. Fait qu'on est un comité le total de 12 personnes, incluant du personnel de soutien. Fait qu'on a 3 personnes d'origine qui proviennent des communautés dans chacune des régions qui desservent notre syndicat, qu'on travaille ensemble. En plus, ben moi, je suis conseiller syndical. Dans notre jargon, chez nous, on appelle ça un permanent. Fait que moi, je donne du service de première ligne, OK, puis du soutien, je négocie les conventions collectives, je fais des représentations au niveau des tribunaux administratifs. Fait que nous, notre région administrative, notre bureau est situé à Sainte-Thérèse, qui dessert la région nord-nord-ouest du Québec. Fait qu'on part de la couronne nord de Montréal, puis on monte jusqu'au Nunavut. Fait que c'est nous qui desservons là, les entreprises en haut, là, qui sont Canadian Royalty et Rodland, entre autres, là, qui est dans le secteur minier là-bas. C'est un de mes collègues du bureau qui s'occupe d'eux personnellement. Mais j'ai une interaction là, avec tout le monde du bureau, fait qu'on sait toujours un peu ce qui se passe. Votre question étant, comment est-ce que les syndicats concernant les ERA peuvent soit s'en abreuver ou soit l'alimenter, et comment nous, on interagit avec ça? Écoutez, le Comité national autochtone a été créé en 2015. À partir de là, on a effectivement sondé puis consulté notre membership, parce que notre membership, on a beaucoup d'Autochtones qui font partie, c'est à l'intérieur de nos rangs, puisque notre syndicat est beaucoup dans le secteur des ressources naturelles. Au niveau des mines, la sidérurgie, le secteur forestier, au niveau d'extraction de produits qui vont être transformés ensuite, que ce soit la chaux, que ce soit ailleurs dans l'Ouest. Fait que il y a beaucoup d'entreprises qui se situent carrément sur des territoires d'où il y a beaucoup, les communautés sont présentes, puis d'où on a des membres qui vont constituer la force ouvrière de ces entreprises-là. On a des entreprises qui vont constituer jusqu'à 60-70% de notre membership qui sont d'origine carrément des communautés. On n'a pas ça au Québec. On aimerait ça, là, mais on n'a pas ça au Québec, là. On n'a pas cette réalité-là de présence des communautés à l'intérieur du monde ouvrier partout, là, tout azimut, là, puis des fois, on aimerait ça, mais des fois, on a peut-être aussi, mais on ne les connaît pas tous. Ils ne s'identifient pas tous comme tels. Là, mais ceux qui s'identifient comme tels, on n'a pas une présence d'autant grande qu'on a ailleurs. Bon. Fait que comme je disais, notre comité là, a été créé, puis s'est penché là-dessus, a consulté nos membres, puis on les a rencontrés à maintes reprises. On a fait là, des rassemblements, on a fait 3 jusqu'à présent, là, depuis 2015. Et on a constitué un guide de négociation. Premièrement, recueillant à l'intérieur de toutes nos clauses, parce qu'on avait fait déjà des avancées au niveau de besoins des communautés, puis des besoins autochtones à l'intérieur des conventions collectives. Puis on a répertorié aussi à l'extérieur de notre syndicat aussi pour s'en abreuver aussi, parce que oui, on fait des bons coups, mais il y en a d'autres syndicats qui font des bons coups aussi. Fait qu'on on était là, s'alimenter un peu partout. Fait qu'il y a un guide qui a été créé. J'en ai une copie ici là, avec moi, là, mais qui est accessible sur notre site. Là. C'est un document public. C'est pas des secrets. Là. Tout le monde peut y avoir accès. Qu'on sert justement pour. Ah, le micro, excusez. Fait que on se sert de ce document-là, effectivement, là, pour parfaire les conditions de travail à l'intérieur des conventions collectives, pour s'en inspirer, mais où ce qui vient, là, où ce qui vient premièrement, comment est-ce qu'on constitue ça, c'est en consultant nos membres. Directement auprès d'eux, c'est là on va détecter le besoin, à même titre que tout autre membre qui soit d'origine autochtone ou pas, on fait une consultation à l'intérieur de nos rangs selon est-ce que le contrat de travail reflète les besoins, l'entièreté de nos membres, puis on va essayer d'améliorer là,
les conditions de travail de tous et chacun à l'intérieur de ça. Puis on va passer ça au vote après ça. Puis on va avoir un cahier de demande pour justement améliorer les choses. Fait que c'est ça, grosso modo, comment on s'en inspire. Les ERA, on n'est pas toujours au courant. Comme M. Pietaccio a dit, OK, on n'est pas présent, OK, lorsque ces ententes-là sont ratifiées entre les parties, parce que s'il n'y a pas de syndicat en place, on n'est pas là. Ça, c'est clair. On n'est pas là, fait qu'on n'est pas au courant. Quand on est là, mais des fois, ils sont tenus aussi par certaines clauses de confidentialité. Fait qu'il y a certaines informations qui sortent, d'autres non. Euh, c'est sûr que nous, notre rôle, c'est d'avoir là, le plus possible des liens avec les communautés en place pour justement créer des alliances, pour essayer d'avoir un canal de communication plus fluide, qu'on puisse être informé le plus facilement possible, qu'on puisse adapter les conditions de travail, du contrat de travail en lien avec les ERA. Parce que souvent, on va se ramasser avec des clauses dans les conventions, d'où l'employeur nous soumet qu'on ne peut pas avoir des conditions qui sont en deçà des ERA, ou on doit respecter les ERA, mais des fois, les ERA, on n'a pas la teneur de où ce qu'on doit respecter ces erreurs-là. Fait que on se fait attacher à la respecter sans avoir la clarté de toute la teneur de l'erreur. Fait que ça, c'est un peu agaçant là, à certains points parce qu'on doit respecter les choses sans tout savoir notre engagement. Merci beaucoup, Monsieur Couture. Maintenant, j'ai une question pour Monsieur Nicolas Lapierre qui représente la direction du syndicat des métallos. Comment les métallos perçoivent-ils les ententes, les ERA, dans leur relation avec les entreprises minières et les communautés autochtones? Et quels défis principaux pour les syndicats face à ces ERA? Bonjour tout le monde. Nicolas Lapierre, je suis l'adjoint au directeur québécois du syndicat des métallos. Bien content d'être ici et de pouvoir partager la réalité au niveau des ententes, répercussions, avantages. Écoutez, j'ai été jusqu'à l'année passée coordonnateur pour le syndicat des métallos sur la Côte-Nord. Donc, ce rôle-là m'a apporté à négocier plusieurs conventions collectives avec les compagnies minières sur la Côte-Nord, évidemment. Il faut comprendre aussi que nous, on a des compagnies minières sur la Côte-Nord, mais on en a en Abitibi, Témiscamingue, mais on en a aussi au Nunavik également. Fait qu'il y a des ERA dans toutes ces minières-là, dans la plupart de ces minières-là. Mais ces ERA-là n'ont pas toutes arrivé à la même période de temps. Là. Ça, c'est évident. Il y en a qui sont arrivés avant l'exploitation parce que c'était une nécessité. Mais par contre, si je prends l'exemple de la Côte-Nord, les ERA, ils sont arrivés après le début des opérations. Fait que ça change la dynamique complètement à une table de négo, ça c'est clair. Quand les ERA arrivent après 50 ans de convention collective et de vie syndicale patronale, quand nous arrive une ERA, ben là, le questionnement qu'on a, c'est évidemment, c'est comment est-ce qu'on conjugue les deux. Mais pour répondre à votre première question, c'est sûr qu'on accueille très favorablement les ententes répercussions avantages parce que pour nous, vous savez, avant de réconcilier, il faut reconnaître. Puis une ERA, ça reconnaît que les minières ont commencé à opérer sans avoir eu l'autorisation de le faire. Fait que pour nous, on salue ces ententes, ces ERA-là, avec beaucoup d'enthousiasme, puis on pense que c'est un pas dans la bonne direction, puis ça nous amène vers la réconciliation, ça c'est évident. Après ça, les difficultés qu'on a avec les ERA sont les suivantes. C'est que faut comprendre que nous, on a un contrat de travail avec l'employeur, donc on a une convention collective. On est l'agent négociateur et puis on a un contrat que je pourrais dire de gré à gré avec l'employeur. Et en parallèle, l'employeur a une ERA avec la communauté autochtone, ou les communautés autochtones, c'est selon. Mais les termes de l'ERA sont confidentiels et personne ne nous en divulgue la teneur. Et c'est là que peuvent venir des clashs dans l'application de la convention collective et l'application de l'ERA. Toujours est-il que je pense qu'il y aurait une plus-value à ce qu'on s'assoie de façon tripartite, communauté autochtone, syndicats et employeurs, lorsqu'il y aura des renouvellements d'entente répercussions avantages pour, comme syndicat, qu'on puisse se lever le drapeau quand on négocie quelque chose à l'intérieur de l'ERA, puis qu'on soit capable de dire
Là, il y a un petit problème d'application avec la convention collective. Il faudrait travailler ensemble, à 3. Mais là, ce n'est pas ça qui se passe. Fait que c'est ça le principal défi qu'on a. Je vais vous donner un exemple très, très simple. J'avais une discussion avec une communauté autochtone sur la Côte-Nord. Puis, évidemment, l'ERA prévoit de l'embauche autochtone, mais c'est plus souvent qu'autrement, on va se le dire, des emplois dans le bas de l'échelle, et c'est des emplois à moins de valeur ajoutée. C'est une porte d'entrée, mais ça pourrait être bonifié de beaucoup. Mais les communautés autochtones, des fois, nous disent, écoutez, pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de votre convention collective, quand vous avez des affichages de postes, pourquoi il n'y aura pas une discrimination positive pour les communautés autochtones? On est, puis tu sais, je m'étire le coup un peu, mais tu sais, chaque site puis chaque section locale a ses différences. Mais on ne peut pas être contre le principe, mais il faut minimalement le négocier à l'intérieur de la convention collective, parce que la convention collective, la primauté d'une convention collective, puis le cas d'une convention collective, c'est l'ancienneté. Fait que comment est-ce qu'on concilie ancienneté et discrimination avec les communautés autochtones pour favoriser l'employabilité puis l'accession à des emplois plus rémunérateurs, plus valorisants. Ça fait que, ça, c'est un exemple où on aurait intérêt à s'asseoir ensemble tous les 3. Mais la réalité, c'est que les RA, ce sont des ententes confidentielles et nous, on ne les connaît pas. On en reçoit un petit peu des bribes, là. Ici et là. On sait qu'il y a des fois des quotas d'embauche. On sait des fois qu'il y a de l'argent pour de la formation autochtone. On sait qu'il y a on sait ça, mais on n'est pas dans le secret des dieux. Fait on aurait intérêt à négocier tous ensemble pour la faire vivre, la RA. C'est ça le défi qu'on a. Parce qu'une ERA, pour moi, c'est un peu comme une convention collective. On a beau avoir la meilleure convention collective du monde. Si on ne s'assure pas d'être un chien de garde et de la faire respecter, ça fait qu'on aurait intérêt, dans certains cas, à travailler avec la communauté autochtone pour dire, écoutez, il devrait avoir un respect de ça au niveau de l'embauche, au niveau du quota. Est-ce qu'on met tout en place pour favoriser l'employabilité? C'est ça le principal défi qu'on a au niveau des ententes répercussions avantages. Là, on a 2 ententes en parallèle, la Convention et l'ERA, puis ça ne se communique pas ensemble. Et puis c'est difficile pour nous d'interagir là-dedans, très difficile comme syndicat. Je vous disais tantôt qu'il y avait des ERA qui avaient été négociés avant je prends les minières au Nunavik, qui sont en opération depuis très peu longtemps, une dizaine d'années. Ben eux, l'ERA s'est négocié avant le début des opérations et est arrivé par après la syndicalisation des travailleurs et des travailleuses. Et là, il y a pu avoir une certaine arrimage. Puis là, je le mets entre parenthèses. Vous savez, dans ces conventions collectives-là, on dit que s'il y a une contradiction entre l'ERA et la convention collective, c'est l'ERA qui prime. Mais toujours est-il que la partie syndicale qui a signé cette convention collective avec cet article-là, ne connaît pas le contenu de l'ERA. Il y a quand même un commitment qui est fait du syndicat sans savoir la teneur de l'ERA. A contrario, si je prends l'exemple de la Côte-Nord, les compagnies minières opèrent depuis 50, 60 ans, l'ERA est venu par après. Fait que là, il y a un nécessaire arrimage entre l'ERA et la convention collective. Je rejoins M. Pietachot et M. Couture là-dessus. Je pense qu'on aurait intérêt à travailler ensemble sur ce dossier-là. Merci beaucoup. Ma prochaine question pour M. Jean-Charles Pietachot. Comment on constate là qu'il y a une évolution de la gouvernance des ressources naturelles avec les différents types d'ententes, syndicats et tout. Donc, comment vous percevez cette évolution de la gouvernance des ressources naturelles dans votre territoire, en particulier dans le contexte des ERA, et pour vous, quel rôle les syndicats pourraient jouer pour avoir une action, pour être plus actifs dans cette évolution? Peut-être expliquer aussi le contexte des droits des Premières Nations, le titre. On a des négociations depuis plus de 40 ans avec les gouvernements. Et jusqu'à date, on n'a pas signé de traité. On a même quitté, c'est peut-être le bon mot, la table de négociation, parce que ce que nous, on avait comme principe n'était plus considéré. Juste un exemple, on parle beaucoup de réconciliation. Là, maintenant, le mot qui s'est rajouté, la réconciliation économique.
Mais je veux juste reconnaître qu'il y a quand même eu des avancées, malgré que, comme un peu Nicolas disait, à Havre-Saint-Pierre, nous, c'est quasiment après 70 ans là, qu'on a un ERA. Mais le développement s'est fait pendant toutes ces années-là, sans nous autres. Et ça n'a pas été évident. Je comprends le syndicat Havre-Saint-Pierre, je comprends ça. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont sur un territoire inou, non cédé, qui était à la table pour une reconnaissance et non un. Souvent, le mot utilisé dans le temps, c'était l'extinction du titre en compensation. Nous, on ne veut pas de compensation. Nous, on veut de la reconnaissance. L'économie viendra après. Ça, c'est un des problèmes, je vais dire ça de même, dans la négociation actuellement. C'est un contexte. Soit je vais le dire en fois, un traité entre les gouvernements ou bien un traité administratif où tu es sous la gouverne des lois externes, extérieures. Quand je dis extérieures, c'est les lois fédérales, les lois provinciales, au détriment de notre façon de voir les choses, la façon que nous, on opère. Et, entre-temps, l'économie primée sur nos doigts, sur l'environnement. Je suis allé voir, j'ai dit après 70 ans, 60 ans, j'ai dit la mine doit être terrible à Havre-Saint-Pierre d'exploitation, mais j'ai été surpris par la qualité, on va dire ça de même, du travail des compagnies. Ça veut dire, c'est quand même une mine, là. Je pensais, moi, c'était. Non, j'ai été surpris. Quand je dis ça de même, là, c'est que je veux juste dire un territoire qu'on pensait. Mais il y a eu aussi des événements, là. Tout ce qui a été remis dans les lacs en arrière, là, ça a été aussi un travail de nettoyage. Ça, je pense qu'on a participé à ça aussi. Là. C'est pour ça, quand je dis qu'il y a eu des avancées, juste le fait maintenant de parler avec le président d'une telle compagnie, on est comme maintenant considéré. C'est triste qu'on doive aller en cours pour faire reconnaître. La communauté voisine Ouachat sont allés en Cour suprême contre la plus grosse compagnie du temps, IOC. Il y a eu un jugement. Mais toutes ces années-là, là, il y en a, c'est des années, quand tu vas en cours, c'est-tu 10, 15, 20 ans de ta vie. Et à côté, il y a un développement. Il y a des leaders inno, des aînés qui partent. Colombie-Britannique est un modèle pour moi. Ils sont allés en cours, je ne sais pas combien de fois, plus de 20 jugements favorables, ils n'ont perdu. Hein, c'est important. Je sais, quand tu vas en cours, c'est une question aussi financière. Il faut se supporter. Et eux, ne se préoccupaient pas plutôt aller. Alors, comment éviter les cours? Comment éviter qu'on quitte les tables de négociation? Mais écoute, il faut revenir aux vraies valeurs de reconnaissance. L'autre problème qu'on a, et je l'ai dit à M. Legault, tant qu'on ne parlera pas des questions de fond, la redevance. Si la question de redevance est d'aborder, on va faire un autre avancée. Mais au moment où on se parle, les gouvernements sont fermés. C'est une porte ouverte lorsqu'on veut parler des questions de redevance. Les erreurs, peut-être, on peut, comme j'ai dit tantôt, on peut les améliorer. Puis on disait, nous, notre intérêt, c'est sûr, c'est des emplois pour la communauté. Alors, comment ne pas se heurter? Mais il va falloir trouver des formules.
Parce que non, quand tu signes un ERA pour les 50 prochaines années, comment tu fais pour dire, hey, on va se concerter, mais là, il y a une ERA que nous, on a signé pour les 50 prochaines années. Et à travers ça, c'est là que je voulais aborder des questions d'amélioration pour nous autres. Nous, on a beaucoup de jeunes, beaucoup de mots sociaux, comme je vous ai dit, j'ai dit dans d'autres conférences. On a des défis énormes dans nos communautés. On a des réussites. Moi, j'ai 2 jumelles qui sont à l'Université Laval en médecine, 3e année, futurs médecins. Chapeau. Mais j'en ai 8 autres en arrière qui ont quitté. Et c'est là que NERA aurait pu améliorer. Là, on a une ERA pour la formation pour 10 ans. Mais après 10 ans, ce qu'on a pu faire comme complément financier, on doit dire à nos jeunes, on ne peut plus vous financer. Parce que l'ERA dit que c'est 10 ans. Et ces jeunes-là vont peut-être continuer, vont peut-être terminer, mais ça va être nous-mêmes, à travers notre ERA, qu'on va devoir financer la suite de la formation. Donc, c'est juste un exemple, et j'en ai d'autres qui normalement auraient dû être aussi améliorés. En tout cas, c'est un peu ça. Je pense que c'est il y a question de principe avec le gouvernement. Au niveau des syndicats, oui, il y a beaucoup de travail à faire. Puis moi, je veux reconnaître, c'est ça que je disais tantôt, je veux reconnaître, je connais bien Thierry Rabèche, Jérôme. Ça, là, c'est des avancées pour moi. Et c'est déjà un bon pas. Mais il faut continuer, il faut continuer. Moi, j'ai une belle photo d'une jeune maman de Equantit qui opère la plus grosse machine à Rio Tinto. Je ne sais pas comment, quelle en tonnes, là. Mon Dieu. Puis j'ai un père de famille qui est là. Mais c'est déjà beaucoup. Pour moi, là, un ou une ou deux, mais il y en a d'autres qui vont être aussi bientôt cherchés pour qu'il y ait des emplois dans la communauté. Mais en tout cas, comme je vous dis, là, c'est comme il y a, il y a beaucoup de défis au niveau territorial, même au niveau, je vais parler même du fleuve Saint-Laurent, de l'océan. Il y a tout ça, là. Moi, je siège sur un comité où on parle des océans qui sont devenus des poubelles. Écoutez, là, moi, ça m'a comme pris, là. Mais personne, moi, si je veux juste m'occuper d'économie, mais c'est sûr que je ne verrai pas ce qui se passe autour de moi. Il faut qu'il y ait une grande ouverture. Et l'ouverture, c'est qu'il y a des Premières Nations à travers le pays, à travers le globe. Moi, je suis allé souvent aux Nations Unies, j'ai beaucoup appris des autres peuples autochtones à travers le monde. On a tissé des liens, puis et comme je vous dis, là, il y a des avancées au Canada, au Québec, qu'il faut améliorer. Sinon, encore une fois, on se retrouve à la cour. Et pendant ce temps-là, là, puis il y a eu des manifestations, ce qu'on a connu, nous, au niveau de Equantit dans les années 80. Le Québec est venu défendre les intérêts américains parce que nous, on voulait reprendre la rivière, puis ça appartenait à un privé de l'État de New York. Et lorsqu'on est allé, c'est l'ancien mur de la Sûreté du Québec qui est venu défendre. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Quelqu'un qui veut se faire un pays, puis qui défend les intérêts américains avant tout, et non ceux qui étaient là, nous. En tout cas, c'est un exemple. Donc, ça veut dire, quand je vous dis, là, moi, j'ai fait face à 4 fois à l'ancien meute. Mais, encore une fois, c'est une question de principe. Puis, c'est pas qu'on veuille, mais c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Et, en tout cas, et je pense que l'histoire qu'on est en train d'écrire, là, il faut que ça soit une belle histoire. Ce qu'on a vécu dans le passé, pour ne plus le revoir. Moi, des enfants pris en charge, qui sont sortis de nos familles. Moi, là, je veux rien. Je veux rien. Je vois rien parce que j'ai eu une opération
C'est bon, ma stratégie, des fois, là, il dit 2 minutes. Je regardais ailleurs. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez parlé d'une approche vraiment holistique où il faut voir autour des principes, mais aussi vous avez noté quelques points qui concernent l'autodétermination économique des travailleurs autochtones. Et ma question pour M. Couture touche ce point d'autodétermination économique des travailleurs autonomes. Selon vous, dans quelle mesure les ERA peuvent être un outil pour renforcer cette autodétermination et quel rôle les syndicats peuvent-ils jouer pour soutenir cet objectif? Question difficile. Comme on disait là, en préambule, quand on n'est pas au courant de l'entièreté de l'ERA, c'est difficile de se prononcer. Mais une chose est sûre, OK? Nous, c'est de créer des alliances avec les communautés, OK? Puis de s'empeigner du réel besoin. Puis si on peut être un allié dans leurs avancées, on va l'être. Le développement économique, là, au niveau des communautés, là, au contraire, on est entièrement pour ça. La richesse là, que toute compagnie, quelle qu'elle soit, là, fait, c'est un principe fondamental syndicaliste, c'est la redistribution des biens à ceux qui ont fait en sorte que l'enrichissement a été de cette entreprise-là. Fait que si, là, effectivement, la communauté était partie prenante par le fait qu'elle était à l'intérieur du territoire, puis il y a eu des ententes, il doit avoir sa cote-part à même titre que quiconque. Euh, On va toujours être très ouvert pour ça, puis être un allié si on peut l'être, là, puis trouver des moyens de l'être. Puis aussi, je pense que la communauté va trouver auprès de nous un allié aussi quand elle pourra là, avoir un lien, une voie de communication pour solliciter notre aide, là. Puis on le fait là, à maintes reprises dans d'autres dossiers, là. Mais on n'est jamais fermé à ça. Merci beaucoup. On continue toujours sur les questions d'autodétermination économique. Question pour M. Lapierre. Les ERA contiennent souvent des clauses qui concernent la sous-traitance et l'employabilité. De quelle mesure ces dispositions impactent-elles les mandats syndicaux traditionnels, notamment en ce qui concerne la négociation des conditions de travail pour les membres syndiqués, y compris les travailleurs autochtones? Il est clair que quand on arrive aux tables de négociation, parce que c'est là que se changent les conventions collectives, se modifient les conventions collectives, il est très, très, très peu question des ERA aux tables de négo. Très peu. Au-delà de, comme je vous ai dit, un petit article qui dit que dans certains cas, l'ERA a préséance sur la convention collective. J'ai d'autres conventions collectives où ce que l'employeur insistait pour seulement mettre une notion qu'il y avait une ERA de signer avec la communauté. Mais c'est tout. Ça fait qu'on a très, très peu de discussions par rapport à ça, de par le fait que ce sont des ententes confidentielles. Et, tu sais, on est très peu mis dans la boucle. Et ce serait nécessaire qu'on le soit, là, je l'ai dit tantôt. Ce serait nécessaire parce que ça nous permettrait de valider le niveau d'employabilité, d'essayer de comprendre aussi. On n'a pas la prétention qu'on a les solutions, mais on a la prétention qu'on pourrait peut-être jouer un rôle fort important en questionnant l'employeur. Mais pourquoi on n'atteint pas nos quotas d'employabilité dans certains cas ou ce qu'il y en a? Parce qu'il y a des ERA qui en a. Mais de ce qu'on me dit, c'est qu'on n'atteint pas nos quotas d'employabilité. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais on n'est pas capable d'avoir ces discussions-là de fond avec l'employeur. Fait que ça rend difficile, c'est sûr, notre rôle proactif dans tout ce dossier-là. Il est arrivé un peu sur la Côte-Nord l'an passé où ce que l'employeur a annoncé, et nous, on n'était même pas au courant de ça. L'employeur a annoncé qu'il y avait une partie de la mine qui serait opérée par une entreprise autochtone.
Puis ça a fait une levée de bouclier énorme des deux bords, là, pour être bien franc, de notre bord et aussi avec la communauté. Puis il a fallu faire beaucoup de rattrapage. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions personnellement. On a eu des discussions avec nos membres, c'est bien évident, mais on a eu beaucoup de discussions aussi avec la communauté autochtone pour essayer de comprendre. Mais en même temps, on n'est pas capable de savoir, si je prends cet exemple-là, où on donnait une partie de la mine en sous-traitance, on n'est pas capable de... Est-ce que ça vient de l'ERA? Ou est-ce que c'est circonscrit dans l'ERA si clairement que ça? Si oui, sinon, puis tu sais, si on aurait pu avoir ces discussions-là en amont, on aurait peut-être pu dire, ça, il y a une pierre d'achoppement, comment est-ce qu'on est capable d'atterrir, puis que ça va satisfaire la communauté, ça va satisfaire l'employeur et la partie syndicale. Mais on n'a pas ce forum-là. On ne l'a pas. Fait que c'est sûr que ça rend difficile la concrétisation de tout ça. Tu sais, je l'ai répété tantôt, ça fait 70 ans qu'on négocie des conventions, mais s'il y a une chose qui est claire et qu'on dit à nos membres, c'est qu'on a beau avoir la meilleure convention collective du monde, quand on sort de la table de négociation, puis qu'on part pour un 3, 4 ans, 5 ans de convention collective, il faut faire vivre notre convention collective. Il faut s'assurer qu'elle soit respectée et il faut s'assurer que des fois, on a des rencontres avec l'employeur et qu'on dit te rappelles-tu qu'on a négocié ça dans ce sens-là? Mais ce serait intéressant qu'on ait ces discussions-là pour s'assurer que les RA sont appliqués dans l'esprit qu'ils ont été négociés. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Fait que nous, on pense qu'on a un rôle plus grand à jouer dans le respect. Évidemment, comme mon collègue M. Couture le disait, on développe des liens avec les communautés. On sait que certaines minières ont des agents de liaison, donc des gens de la communauté qui participent à nos comités de relations de travail avec l'employeur. C'est un début, ça bouge. Mais il y aura moyen de bonifier ces processus-là pour qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant, puis qu'on soit plus efficace, plus optimal dans l'embauche de gens de la communauté, le cas échéant. Merci beaucoup. Une question pour vous trois. Et les ERA sont perçus. Il y a plusieurs perceptions des ERA. Il y a certaines perceptions qui les voient comme des outils de justice sociale pour les communautés autochtones. D'autres s'inquiètent parce qu'ils pensent qu'il y a un potentiel effet colonial. Comment vous pensez que ces deux perceptions peuvent influencer les discussions avec les syndicats? Il y a peut-être un mot que vous avez prononcé, le mot colonial. C'est actuellement, parfois, malgré toutes les bonnes intentions, on dirait que ce système est imbriqué à travers nos pensées, notre façon de voir les choses. On a des bonnes discussions, mais c'est après. C'est comme un retour à la réalité, donc de non-reconnaissance envers les peuples autochtones dans un premier temps. Mais je vais juste aborder immédiatement concernant les ERA. C'est un outil, oui, mais je pense que, comme Nicolas dit, il faut trouver une façon de voir revoir au niveau de la confidentialité. Ben, juste un exemple, jumelage. Dans les ERA, on peut voir jumelage d'employés avec les employés dans notre cas Rio Tinto, des campagnes de sensibilisation entre les deux. Ça veut dire, nous, on a des représentants de Rio Tinto qui viennent de la communauté, on fait des activités avec eux autres. Vice-versa, nous, on va visiter soit la mine, mais ça, c'est comme un début. C'est sûr, la primauté des emplois pour la communauté, c'est une disposition qu'on retrouve aussi, mais c'est comme je vous dis, là, c'est trouver la bonne façon de respecter la confidentialité aussi, mais ça dépend comment l'ERA est située avant, pendant et après. Ça, c'est important. En tout cas, moi, de mon côté, c'est ça la réalité chez nous. Je sais qu'il y a d'autres régions. Regardez juste un exemple. On fait souvent des farces parce qu'on est un peu prieur, comme on dit, Serge Bouchard. J'ai dit au chef McKenzie, Réal McKenzie, désole-toi pas, tu as 18 trous, fais un terrain de golf.
Hein? Tu vas faire un trou d'un coup, c'est sûr. Hein? C'est avec tout ce que les compagnies ont laissé. C'est 18 trous de mine. Alors, je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de visiter Matimekouche Lac John. C'est une réalité. Il y a Washat, dans notre région, il y a aussi ailleurs. C'est comme je vous dis, il y a des particularités que je veux respecter, puis qui ont été aussi discutées, négociées. Mais moi, je veux juste... non, t'as pas encore mon 2 minutes. Ok, excusez. Euh, c'est... ils appellent ça en amont. Il va falloir qu'on trouve une façon de tenir les discussions en amont, mais des réelles discussions, là. Pas juste que parce qu'il y a une communauté puis qu'il faut respecter la réconciliation, la politique X. Non, il faut trouver la, la meilleure. Moi, je pourrais dire ça, là. Chez nous, on a des portages qui sont difficiles. Alors, si on le fait ensemble, là, je pense qu'on va arriver au lac, repos, et on aura convenu. Mais pour le moment, là, on est comme encore en bas, quasiment au milieu du portage. Mais comme je vous dis, là, il y a amélioration, il y a beaucoup, à mon avis, là. J'utilise le mot avancé. Mais reste que il reste encore beaucoup aussi dans la compréhension, dans la recherche de solutions entre les parties. C'est un peu ce que je voulais vous partager aussi, là. Merci. Concernant les ERA, en tout cas, la position syndicale, en tout cas, entre autres la mienne puis celle du Comité national, on est entièrement ouvert à ce qui existe des ERA parce que c'est le seul moyen qu'il y a eu jusqu'à présent, OK, pour définir clairement euh, au niveau de l'occupation territoriale puis au niveau des ressources. Un ERA, c'est comme une convention collective, c'est une entente. Mais oui, il y aurait tout lieu, puis je pense qu'il y aurait une grande réflexion à avoir, c'est quelles sont les meilleures pratiques ou quelles seraient les meilleures pratiques pour mener à terme une ERA, que tous les acteurs qui sont concernés de près et de loin puissent y être participants, puis puissent développer la communauté d'intérêt, parce qu'on a tous et chacun un intérêt là-dedans. Puis à un moment donné, ils se retrouvent ensemble, là. On leur trouve un intérêt commun, c'est le bien-être sur le territoire, puis que tout le monde puisse, y gagner sa vie, puis y être bien. Autant les communautés que les allochtones, là. Tout le monde. C'est la même recherche, à quelque part. C'est de trouver les moyens pour concilier tout ça. Puis, oui, les employeurs, il va falloir qu'ils soient plus sensibles à leurs ressources, autant au niveau du sol que les humains. Parce que les humains, là, c'est une des plus grandes ressources qui fait en sorte que n'importe quoi d'autre peut arriver à leur fin. Parce que les humains ne sont pas là. Tu vas avoir du minerai. Les humains t'arriveront, si tu n'as pas les humains pour l'extraire, puis pour faire en sorte d'avoir du bon minerai ou quoi que ce soit, ben, ça n'arrive à rien. Fait qu'il y a un intérêt commun, là, puis il va falloir qu'il y ait des meilleures pratiques, des meilleures approches, des liens renforcés, des liens développés. Une confiance aussi, une confiance qui va falloir qu'il soit développée parce que faut pas se cacher. Je pense que la confiance se regagne petit peu à petit peu. Autant les Autochtones que les Allochtones, que les communautés, OK, versus aussi les villes et villages et municipalités. Il y a des liens qui, de plus en plus, qui se resserrent envers tout le monde, une sensibilité qui est là. On s'envole vers le bon chemin, moi, je crois, de plus en plus, mais il reste encore du travail à faire. Il va falloir mettre encore un peu là, d'efforts, puis de ressources, puis de réflexion en arrière de tout ça pour faire mieux. Il va falloir faire mieux. Ouais, c'est évident qu'on peut faire mieux, puis on doit faire mieux, ça c'est sûr. Nos membres, je vous dirais qu'ils voient ça comme les RA comme un outil de justice, ça c'est clair.
Mais quand je dis qu'on doit faire mieux, vous savez, nos membres, c'est le reflet de la société et aussi il y a de l'éducation à faire pour comprendre la réalité autochtone, pour comprendre d'où viennent les communautés autochtones et par où sont passées les communautés autochtones. Vous savez, au syndicat des métallos, on vient de mettre sur pied une formation syndicale qui s'adresse à nos officiers et à nos représentants syndicaux à l'ensemble du Québec, qui s'appelle le syndicaliste sur l'île de la Tortue. Et ça explique par où les gens sont passés, puis je ne veux pas revenir sur les pensionnats autochtones, mais quand même, il y a une réalité, il y a une cassure générationnelle. Puis il y a une confiance à rebâtir entre les Autochtones et les communautés autochtones. Mais pour ça, il faut que tu connaisses l'histoire. Ça, c'est important. Puis je me rappelle très bien que j'ai assisté au pilote de cette formation-là en juin dernier. Et puis, évidemment, on avait fait une mixité entre les Autochtones et les Allochtones. C'était important pour nous autres que les Allochtones soient des alliés, soient des alliés là-dedans pour comprendre la réalité. Puis, il y a beaucoup d'Allochtones qui sont sortis de la formation en disant « Ouais, j'avais pas vu ça de même. » Je comprends, mais c'était pas de sa faute. Ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas par où les communautés sont passées. À partir du moment qu'on prend le temps d'enseigner ça, qu'on prend le temps de faire un peu de pédagogie, ça ne sera pas parfait, mais il y aura une meilleure compréhension de notre bord pour adapter les conventions collectives, moduler nos articles de conventions collectives, pour favoriser l'employabilité, mais ça, il faut être mis dans la boucle comme représentants syndicaux comme partie à la table de négociation. Puis ça, c'est là ce que le bas blesse. Je pense que vous l'avez bien compris. On tape sur le clou depuis le début du panel. Mais ça, c'est fort important pour nous. Donc, il y a du chemin à faire. Je pense à la dernière minière qui s'est mise en opération sur la Côte-Nord et les minières au Nunavik, qu'on représente, évidemment. Ben, eux, c'était clair qu'ils ne pouvaient pas passer au Péré sans avoir une ERA. On s'entend que c'est déjà une avancée par rapport à certaines minières qu'on opèrent depuis 50 ans. Donc, il y a de l'évolution. Moi, je crois beaucoup à la théorie des petits pas. Mais clairement, comme dans tout, je pense que la communication est fort importante. La compréhension des enjeux de part et d'autre. Ça, faut en être conscient. Je me rappelle très bien que quand j'avais eu mes discussions avec des représentants de la communauté autochtone, je lui disais, oui, mais vous savez, moi j'ai un contrat de travail avec l'employeur, puis mon contrat de travail dit ça. Et lui, de me répondre, je comprends, mais moi, j'ai une entente de répercussion inventaire, puis vous opérez parce qu'on permet que ça opère, parce qu'on le permet comme communauté. Et il avait bien raison. Comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux? C'est pas facile, mais il faut garder un canal de communication, ça c'est bien évident, puis je pense qu'on est capable d'y arriver. Ça va probablement pas assez vite, mais ça avance, ça c'est sûr. Comme on dit quand on manifeste dans la rue, tant qu'on avance et qu'on ne recule pas, ben, on peut considérer qu'on a une partie de l'objectif d'atteint et puis qu'on pourra penser que dans 10, 15, 20 ans, on sera ailleurs de ce qu'on est là. Le chemin parcouru pourra s'accélérer de beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à une session, une petite séance de commentaires de Emmanuel Champion, puis on pourra recueillir vos questions. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes. Je remercie tout spécialement Jean-Charles Pietachou d'avoir fait le voyage pour venir nous voir. Et je remercie aussi Jean-Yves et Nicolas d'avoir accepté cette proposition d'atelier. Donc, je voulais revenir éclairer 3 points. En fait, je m'interrogeais sur je vais commencer par le plus large. Sur, on a parlé des ERA, là, des ententes, et je me demandais en vous écoutant si les ERA, finalement, c'était pas des objets d'un autre monde et qu'on n'avait peut-être pas tourné la page sur cet autre monde avec les ERA. Je m'explique. On parlait de réconciliation économique, mais il me semble qu'on devrait être plutôt dans la réconciliation politique et que les ERA finalement nous détournent d'un objectif qui devrait être celui d'assurer, de participer à ce que j'appelle une agentivité politique, là, à faire en sorte que les communautés puissent prendre en charge leur développement et contrôler leur avenir.
Alors je me faisais la réflexion en fait que les ERA c'était peut-être un objet d'un autre monde en fait en relisant l'intitulé de l'entente ITUM que monsieur Jean-Charles Pietachot doit bien connaître. IOC Rio Tinto a signé un projet d'entente de réconciliation et de collaboration. Alors après, je ne sais pas comment c'est mis en œuvre, comment ça s'articule, vu que c'est confidentiel, mais est-ce que finalement toute cette logique je pense au principe directeur des Nations Unies et du cadre de référence de Ruggie, qui s'intitule, je vous le rappelle, je cherche mes notes, c'est réparation. Isabelle, tu peux peut-être m'aider, mais l'intitulé, c'est réparation, protection et Ruggie, c'est protection. Oui, et c'est réparation, protection, respect, protection et réparation. Donc il y a le mot réparation. Donc les ERA, on devrait être dans cette logique de réparation. En mon sens, on doit atteindre avec cet outil-là, ces instruments-là, une nouvelle ère qui est celui du décolonialisme. Donc, comment faire? Alors, est-ce qu'il ne faut pas changer justement tout ce cadrage autour de ces ERA? On n'est plus dans, on distribue des richesses créées, etc. Mais on vient réparer des torts. L'industrie minière doit réparer des torts. Donc là, je voyais avec un peu d'optimisme cette entente ITUM là, où il y avait quand même dans l'intitulé réconciliation et collaboration. Donc là, est-ce qu'on n'a pas un travail à faire collectivement pour changer l'esprit, pour changer le cadrage avec lequel sont négociées ces ententes-là, pour parler davantage de réparation, d'injustice, d'une réparation d'injustice sociale majeure. Donc, ensuite, je réfléchissais en vous écoutant sur la nécessité de conserver ce caractère confidentiel des ERA. Ça m'échappe parce que quand j'en discute, on me dit « Ah, les ERA, ça se ressemble toutes, elles sont toutes pareilles, elles ont les mêmes chapitres. Ce qui est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas eu de cadre. Ça s'inscrit dans aucun cadre normatif, légal, réglementaire. Ça a émergé complètement de la pratique. On se rappelle de la mine Raglan, l'entente Raglan de 95. C'est la première entente au Québec. Il y en avait d'autres au Canada, mais donc c'est vraiment quelque chose qui a émergé complètement et quand on entend, par exemple, les études de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, ils nous disent ah, bah, c'est toute la même chose, en fait, les ERA. Tu sais. Il y a juste juste les chapitres confidentiels qui changent, c'est les aspects financiers, et puis ça, on peut pas le partager, mais les communautés se les partagent. Il y a le centre d'expertise des ERA où on sait qu'il y a des échanges de pratiques, de bonnes pratiques entre les communautés, mais ils ne veulent pas les communiquer. Mais moi, je trouve que c'est un frein majeur pour justement créer des alliances. Là, on le voit. Il y a des mouvements, le mouvement syndical en est un, mais il y a aussi d'autres mouvements, les mouvements environnementaux, etc., qui pourraient appuyer les communautés dans leurs revendications, dans leur lutte pour l'autodétermination de leur territoire, sur leur territoire. Donc voilà, donc je m'interroge sur cette pratique-là et cette pratique et je me dis qu'on fait le jeu de l'industrie en fait en préservant le caractère confidentiel de ces ententes-là. Pour finir, je voulais, on a parlé des cadres hérités du colonialisme, donc on est vraiment dans des cadres imparfaits là. On n'a pas parlé du code minier, des systèmes des claims, donc ça c'est quand même un lourd héritage où, qui nie finalement le consentement libre, préalable, libre et éclairé finalement. Donc on essaie vraiment de l'obtenir par le biais de ces ERA, mais est-ce qu'il n'y a pas une lutte commune à mener finalement pour le mouvement syndical et pour le mouvement autochtone sur ces systèmes de classe, mais même plus largement, je veux dire, ce que vivent les communautés depuis des décennies, on le vit maintenant dans le sud du Québec, dans le sud du Québec avec tout ce développement sur
les batteries électriques et cette recherche des minéraux, oui, des terres rares, etc. Donc, on va être tous pris avec là, ça devient flagrant ce que vivaient les communautés depuis des décennies. On va commencer à le vivre dans le sud du Québec. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des luttes communes à un niveau beaucoup plus large, plus politique, sur ces cadres hérités du colonialisme, et toujours dans cet esprit-là de logique de réparation aussi vis-à-vis des communautés autochtones? Et pour finir, je voudrais aussi entendre Monsieur Jean-Charles Piétachot sur l'entente Pétacan. Vous avez parlé des redevances. Est-ce qu'il n'y a pas là non plus des luttes communes à avoir avec vous, le mouvement syndical, entre autres? Voilà. Peut-être je veux pas, ça m'échappe, concernant les mines. Mais je sais que vous êtes au courant qu'il y a un jugement, encore une fois, à la Cour. Les Algonquins du Lac-Barrière ont gagné contre le Québec. Et ça, c'est une autre considération, je pense, à tenir en compte, là, que ce que ça dit. Mais écoutez, c'est sûr que là, on parle beaucoup au niveau constitutionnel, inconstitutionnalité, mais c'est une autre démarche qui a dû être entreprise par une communauté de la nation Anishinaabe. Et ça. Après, pour ce qui est des autres questions, la confidentialité, mais nous, comme je vous disais, en anglais, là, je pense que c'est peut-être pas le bon mot, là, on dit, lorsqu'on a commencé à négocier, lorsqu'on se fait dire qu'il y a un frame, voici le modèle, puis on va discuter à l'intérieur de ce modèle. Mais nous, on dit non, on ne peut pas discuter à l'intérieur d'un modèle imposé. Et on a commencé les discussions, puis c'est sûr, on a convenu. Mais, encore une fois, c'était comme, on va le dire, les mots, là, c'est une imposition. C'est le frame, ça marche comme ça, puis le frame, il vient d'où, je ne sais pas. Mais nous, on a composé, puis on a convenu de notre era. Quand je disais qu'il y a place à amélioration, ça en est un. Il faut revoir le modèle. Il faut tout revoir, le modèle. Puis ça, je pense à nos travail de longue haleine parce que de toute part, le monde pense qu'ils ont des acquis et encore là, c'est pas évident. Au niveau la colonisation, on parle beaucoup de décolonisation chez nous. C'est aussi un travail prenant en termes de ressources. Déjà, même si notre jeunesse, la communauté, là, au niveau la démographie des communautés à travers le pays, là, c'est 65% des jeunes ont en bas de 30 ans. Nous, on a une masse qui s'en vient, qu'il faut se préparer, comme je le disais tantôt, mais dans cette masse-là, là, je vais avoir deux jeunes, mais 8 autres qui vont rester en arrière. Mais il va falloir penser déjà à trouver des formules de formation qui vont permettre à ces gens-là, là, j'ai un jeune qui a réussi comme ça. Ça veut dire que c'est en allant se former directement avec la compagnie. Sur ça, là, je vais réfléchir. C'est parce que c'est quand même les Nations Unies, ce qu'on a convenu après tant d'années, hein, c'est la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ça, c'est mon père, mon grand-père qui ont voyagé à New York, à Genève, pendant des années pour arriver. C'est sûr, la déclaration n'impose pas. Parce que souvent on nous dit, lorsqu'on va aux Nations Unies, oui, mais là, est-ce que vous avez utilisé le domestique,
le domestique, c'est le Canada, c'est les lois, c'est une question qu'on se fait poser souvent aux Nations Unies. Mais il y a une déclaration qui est là, qui a amené beaucoup d'aînés à faire partie de cette déclaration que moi, je l'ai dans mon sac. Je l'amène partout où je vais. Puis, il y a les mots réparation. Hein, c'est pas évident, là. C'est encore là, c'est pas évident. Parce que là, souvent, moi, ça fait 30 ans que je suis là. Mais moi, devant moi, là, une personne que je connais bien, puis que là, hop, il change. Il change. Mais moi, je suis toujours là. C'est pas une évidence. Ça aussi, c'est pas facile. Parce que ce qu'on semblait convenir, mais là, il faut retourner à la même source d'information pour qu'on soit tous ensemble. En tout cas, juste rapidement, il y a une personne que j'estimais beaucoup qui a amené beaucoup depuis la guerre du saumon jusqu'à son décès, Serge Bouchard. Un jour, je l'écoute à la radio, un dimanche, et il reçoit comme des appels. Il y a un camionneur qui l'appelle. Il dit, Monsieur Bouchard, merci beaucoup de tout ce que vous nous avez nous donné comme historique, contexte. Pourquoi? Pourquoi on en vient à des guerres de saumon au niveau de l'Est? Le camionneur dit, merci, Monsieur Bouchard. J'étais rendu à prendre mon arme et aller les tirer. Mais toi, tu m'as ouvert les yeux de ce que, un peu comme Nicolas disait, là, il y a un contexte historique d'où on vient, pourquoi on veut faire partie d'une économie. Mais pour faire partie de ça, il y a déjà des gens qui sont là, qui s'occupent de l'économie. Et comme je le dis, là, ça prend beaucoup de leadership. Puis ça prend beaucoup à éviser la confiance. La confiance brisée, mais il faut réparer, essayer de réparer à tout le monde. Et en tout cas, c'est comme je vous dis, là, il y a un nouveau jugement. Est-ce que le Québec va porter un appel? Souvent, on se retrouve à la Cour suprême. Pour s'occuper de nos enfants, la loi C-92, on veut s'occuper de nos enfants. Le Québec conteste. Pas d'aller. J'ai dit, moi, je vais m'occuper de mes enfants. Le fédéral a été tuteur, puis là, je vais changer de tuteur à cause du côté juridique, le respect des lois, parce que les enfants appartiennent maintenant au Québec. C'est la prétention, mais nous, on dit non, non. Nous, on veut s'occuper de nos enfants. Puis, c'est comme, souvent, c'est comme une barrière ou un défi, en plus de ce qu'on veut faire, qu'on veut réussir. Puis je reviens toujours, je veux pas, c'est au niveau des mots sociaux, c'est pas si une municipalité s'occupe de ça, là, mais chez nous, là, c'est ça qu'on fait. Les samedis et dimanches, on fait un travail on parle beaucoup de guérison, mais avant la guérison, il y a beaucoup d'efforts à faire avant ça. Ben moi, juste en tant qu'Autochtone, puis aussi syndicaliste, que j'ai deux chapeaux aujourd'hui, moi. Moi, j'ai espoir quelque part parce qu'on est chanceux quand même de vivre dans une société qui est démocratique. De pouvoir faire en sorte de faire changer les choses par son implication à tous les niveaux. Que c'est à l'intérieur de nos propres communautés, que c'est à l'intérieur de nos villes et villages au niveau des élections municipales, que ce soit au niveau des élections provinciales, au fédéral. Depuis
un certain nombre d'années, il y a eu des changements qui vont dans le bon sens, puis ils vont continuer, mais il ne faut pas arrêter. Puis quand vous parlez là, de la délégation des Nations unies au niveau des Autochtones, là, on a encore un gouvernement, il faut se dire, là, provincial, qui adhère au principe, mais qui n'a jamais adopté cette résolution-là là, des Nations unies. Le fédéral l'a fait. Le provincial l'a jamais fait. Fait que le prochain gouvernement, il faudrait qu'il le fasse sérieusement et officiellement. Puis, en tout cas, puis continuer à pousser dans le bon sens pour tout le monde. Là. Je l'ai dit tantôt. On a un bien-être à gagner, tout le monde. Puis, il faut se le partager, notre bien-être, à tout le monde. Ben, pour répondre à votre question au niveau des RA, est-ce que c'est encore un outil bien de notre temps? C'est une bonne question. J'aimerais ça les voir pour mieux les comprendre. Mais ceci étant dit, c'est l'outil qu'on a. C'est l'outil que les communautés autochtones ont. Il est peut-être imparfait, mais tant que la sphère politique n'entrera pas dans la danse pour finaliser ce qui doit être finalisé, puis qu'il ne l'est pas fait via les ententes répercussions-avantages, c'est l'outil qui est là. Est-ce qu'on aurait intérêt à faire front commun? Oui. Ne serait-ce que pour mettre de la pression sur le politique? Absolument. Vous savez, si on irait voir le gouvernement, communauté autochtone, syndicats et à la limite employeurs, notre force de frappe serait beaucoup plus grande pour tenter d'influencer les gouvernements en place. On aurait intérêt à pouvoir faire ça. On aurait intérêt. C'est sûr que nous, du côté syndical, tant que la situation va être comme ça, bon, on travaille à notre humble mesure à tenter de ne serait-ce que, tu sais, vous allez me dire c'est symbolique, mais en même temps, il faut commencer par, c'est d'inclure le 21 juin, la Journée nationale des Autochtones, le 30 septembre dans nos conventions collectives comme des jours fériés et chômés. Mais encore là, c'est pas simple. Vous seriez surpris et surprise, puis il y a des minières que c'est mieux, mais il y a des minières que malgré qu'en DRA, quand c'est le temps de leur dire on va rajouter un congé férié dans la convention collective, la journée vérité réconciliation, c'est non. Parce qu'il y a un coût à ça. C'est non. Ça fait qu'évidemment, comme on dit des fois, négocier, c'est l'art du compromis. Ce qu'on a fait dans certains dossiers, c'est qu'on a échangé, on a enlevé un congé férié pour le transposer avec le 30 septembre ou le 21 juin. Ça fait que, tu sais, des fois, on va faire des compromis comme ça pour au moins l'avoir dans notre convention collective. Puis que si les travailleurs et les travailleuses ne travaillent pas cette journée-là, qu'ils comprennent pourquoi. C'est parce qu'on reconnaît, c'est la Journée nationale des Autochtones ou c'est une journée vérité et réconciliation. Au moins pour qu'il y ait une reconnaissance. Mais au-delà des paroles, il faut s'assurer que les gestes suivent, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais je tiens à le réitérer, il y a des minières qui ont beaucoup plus d'ouverture que d'autres. Puis ça, je les salue, puis ils se reconnaîtront. Là, mais on aurait beaucoup intérêt à travailler ensemble, puis on aurait une force de frappe beaucoup plus grande. Merci. Le micro est maintenant ouvert pour vos questions. Les questions de la salle, si vous en avez. Merci énormément pour toutes vos interventions. J'ai simplement une réflexion d'un travail que j'avais fait avec des compagnies minières au Pérou. Et j'avais parlé à un agent de liaison entre les communautés et les compagnies minières, et je lui avais demandé quelle était comment la compagnie voyait l'octroi d'emploi aux gens de la communauté, puis comment les communautés et les syndicats étaient reliés entre les deux. Puis l'agent de liaison m'avait dit, les compagnies ont une peur terrible que les gens des communautés se mettent avec les syndicats et les gens qui viennent travailler. Leur but, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Alors, le fait que vous ne voyez pas les ententes de répercussions et avantages, le fait que les syndicats soient pas présents aux négociations, c'est pas nécessairement une omission involontaire. Donc, je pose une question qui est peut-être un petit peu naïve parce que je connais pas tant que ça les ERA, mais en fait, ouais, mais j'aimerais mieux comprendre en fait les forces et les faiblesses des clauses de confidentialité. Est-ce que
les communautés autochtones aussi le demandent? Est-ce que c'est simplement ça vient des industries qui ne voudraient pas qu'il y ait une sorte de concurrence entre les différentes communautés autochtones? Est-ce qu'on voit d'autres exemples maintenant où on essaie de travailler la dimension de la confidentialité pour toutes les raisons qui ont été évoquées aujourd'hui? Dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, alors moi je suis encore beaucoup plus étranger à la question puisque je viens de Belgique pour l'Institut syndical européen. Donc je voulais savoir très naïvement si dans les ERA il y a des clauses d'évaluation. Donc est-ce qu'il est prévu quelque part qu'après une certaine période de temps, on regarde si les choses qui avaient été prévues se sont bien réalisées, oui ou non? Bon. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des clauses de confidentialité, donc peut-être que je n'aurai pas de réponse à ma question, mais c'était en tout cas la question que je me posais. Merci. Oui, alors Marie-Rose MB, vous posez une question. Quels sont les facteurs qui pourraient limiter l'impact des ERA sur la création d'emplois chez les Autochtones? Pour quelles raisons est-ce que l'ERA pourrait limiter là, la création d'emplois chez les Autochtones? Si je comprends bien votre question, Marie-Rose, sinon ouvrez votre micro et posez-la. Pour ce qui est de la confidentialité des ERA, je vous ai dit tantôt, lorsque on a convenu, mais la compagnie disait, ben nous, on a un modèle. Et de notre côté, on a dit, nous aussi, on a une façon de voir les choses dans l'ERA qui pourrait être améliorée, mais ça a été fermé. C'était ferme, là, c'est là, là, ça n'a pas été évident, mais d'un autre côté, puis l'autre question, je pense, c'est s'il y a un, un, un temps là, pour revisiter. On a des comités, mais c'est plus pour la mise en œuvre. C'est que de dire, écoutez, après peut-être un certain nombre d'années, il faudrait peut-être se revoir. Pour le moment, en tout cas dans la nôtre, là, c'est un peu la formule qu'on a, qui a été convenue. Je pense qu'il y avait une question concernant au niveau des emplois. Malgré qu'on ait beaucoup de jeunesse, comme je vous disais, des jeunes en bas de 30 ans, 65%, mais ces jeunes-là aussi vivent des situations auxquelles on doit travailler très fort. Très fort parce que il y a des jeunes qui ont réussi, là, comme je vous dis, là, je ne veux pas généraliser, là. Mais il reste qu'il y a comme, de notre côté, c'est une des difficultés aussi qu'on a peut-être lorsqu'on a ciblé un certain nombre d'emplois. Exemple, maintenant Rio Tinto, il y a comme une capacité aussi de ressources qui pas nécessairement venant de Rio Tinto, mais venant de notre côté. C'est l'ordre d'année, les ressources auxquelles ils ont besoin. Regardez juste les 3-4 jeunes qui sont là-bas, puis qu'on voit à travers, mais on va dire ça de même, leurs photos, mais si ça peut inciter d'autres. D'ailleurs, le lundi prochain, on a une journée porte ouverte avec nous et la compagnie Havre-Saint-Pierre, ce qui se fait généralement ailleurs aussi. C'est des formules comme ça qui pourraient inciter au niveau du respect de la primauté des emplois exigés dans une des ERA. Mais comme on dit, là, c'est que place à l'amélioration après tant d'années. Moi, j'y crois à ça parce que si on a réussi à avoir Saint-Pierre, c'est un syndicat qui se tient debout. À avoir Saint-Pierre, là, ça n'a pas été facile, mais on a quand même réussi.
Puis l'autre question, j'ai peut-être manqué, là, parce que j'ai peur qu'il m'offre son 2 minutes, là. Non, non, mais en tout cas, je vais laisser peut-être ça va revenir. Oui, OK. Une des questions était, est-ce que les ERA, je pense, peuvent empêcher l'embauche là, au sein des communautés? Je pense que c'est le contraire, hein. Ils vont mettre en place des paramètres pour effectivement là, faire en sorte de faciliter l'embauche ou de donner de l'accessibilité à l'embauche. Euh, nous, quand on sait des infos, comme on a certaines clauses, c'est des comités qui sont là pour la mise en place, l'élaboration, l'élargissement les besoins autochtones, mais c'est sûr qu'à notre niveau, de reviser des ERA, c'est clair, c'est non. On n'est pas là parce qu'on ne les connaît pas, puis nos membres non plus qui sont issus des communautés. À l'intérieur des conventions, il n'y a pas de paramètres pour reviser ça non plus, là, ou de contester ce qui est là, ou d'améliorer. C'est pas l'entremise du syndicat qui vont effectivement revendiquer d'avoir euh, des droits plus grands ou améliorer déjà les droits existants qu'on a négociés. C'est pas les rats. Est-ce que les rats les influencent, eux? Ça, peut-être, on ne sait pas. Mais c'est surtout l'avis avec la convention collective qui va faire en sorte des influencer à savoir est-ce qu'il est là fonctionne ou pas? Est-ce que ça peut être amélioré ou pas? Est-ce qu'on peut modifier ça? Tu sais, nous, au niveau des conventions, on n'a pas de carcan là, tu sais, là, fixe. Ça peut être modifié à tout azimut là, selon le besoin là, du membership. Là. Fait que, on n'est pas. C'est pas l'employeur qui va nous fixer le carcan, c'est pas le gouvernement qui va nous fixer le carcan, c'est nos membres qui vont nous fixer le besoin, puis c'est là qu'on nous, on va travailler à essayer de la sauver, ce besoin-là. On ne réussit pas tout le temps à 100%, mais on réussit à améliorer les choses à tout le moins. Pour répondre à la question, est-ce que ça garantit? Oui, je suis d'accord avec mes deux collègues. C'est sûr que ça améliore l'accessibilité. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faudrait gratter pourquoi, dans certains cas, on n'atteint pas les seuils minimales demandés dans les RA. Les sons de cloche que j'ai des minières, c'est qu'ils ne l'atteignent pas. Pourquoi? Une question de langue, c'est une question de formation, c'est une question de type d'emploi qu'on leur offre. Il y a lieu de gratter ça. Je sais qu'il y a une minière ou deux qui ont commencé à mettre sur pied, encore mis sur pied, je m'excuse, une formation d'intégration, si je peux dire, propre aux communautés autochtones. Donc, je décode par ça, ça fait qu'il y a une mesure d'adaptation pour peut-être favoriser l'employabilité. Mais après ça, au niveau de la discrimination, mais nous, à partir du moment que les Autochtones rentrent dans les compagnies minières, dans la mesure où ils rentrent comme employés de la minière, ils sont assujettis aux mêmes conditions salariales que tout le monde. Évidemment, il n'y a pas de discrimination. Vous vous en doutez bien qui est faite. Là. Ça fait que régime d'assurance, régime de retraite salariale, ils rentrent dans l'échelle comme tout le monde. Puis évidemment, ça suit son cours. Fait qu'il n'y a pas de discrimination. Puis s'il y a des mises à pied, ils sont affectés par les mises à pied selon leur rang d'ancienneté comme les autres. Il n'y a pas de mesure particulière. Donc, fait qu'à ce niveau-là, la convention collective, c'est pas mal le meilleur garde-fou contre la discrimination. Selon moi. Après ça, il reste à voir les mesures pour favoriser l'employabilité. Ça, il faut clairement s'y attaquer là, pour comprendre comment se fait-il qu'on n'arrive pas à atteindre nos quotas d'embauche. Puis ça, on n'est pas mis dans la boucle. Donc, c'est difficile pour nous de comprendre ça. De plus en plus, même nous, sur nos tables de négo du côté syndical, j'ai en tête les 2 dernières négociations. On a des gens de la communauté qui sont impliqués au niveau de l'exécutif syndical, puis qui sont avec nous sur la table de négo. Donc, ça aide aussi à changer les mentalités, puis à faire valoir à l'employeur que pour nous, la réalité des Autochtones nous préoccupe. Mais après ça, comme M. Pietachou le disait, c'est dans le faire vivre de ces ententes-là, comment est-ce qu'on le fait pour les rendre plus efficientes. Ça, il
Il y a encore quelques journées de travail à venir, si je pourrais dire. Par rapport à la question sur la confidentialité des ERA, alors ce que je peux en dire, moi j'en ai vu quelques-unes quand même des ERA qui circulent. Donc ça circule de manière, informelle et il y en a certaines, c'est pas au Québec, mais dans d'autres provinces qui les rendent publiques. Ce que je voulais préciser, c'est qu'une ERA, ça s'inscrit dans un processus, hein. C'est déjà, il y aura l'achat des claims miniers, donc l'achat des titres miniers, ça commence par là. Le promoteur dans la création d'une mine, là, pour une minière junior, par exemple, on va faire l'acquisition des claims. Ensuite, on va rencontrer la communauté, les leaders de la communauté. On va, signer une préentente et ensuite on va négocier une ERA, une entente. Mais il y a comme un modèle finalement qui circule, mais il y a moyen, dépendamment du rapport de force, d'inclure certaines dispositions, plus ou moins contraignantes à la faveur des communautés généralement. Donc chez les CRI, ça se fait beaucoup. Ils négocient ce qu'ils considèrent pas comme des ententes de répercussions et des avantages. Eux, ils préfèrent utiliser la terminologie d'accord de partenariat. Donc et là, ils obtiennent, certaines communautés obtiennent un droit de veto, sur les activités de la mine, et ils se heurtent quand même. Ils voudraient pouvoir acquérir beaucoup d'actions, devenir, faire des joint ventures, 50-50, mais c'est ils n'y arrivent pas encore, mais ils sont quand même acquéreurs d'un certain capital et puis ils sont quand même, ils deviennent actionnaires du projet. Donc, par ce biais-là, ils ont une place privilégiée au sein de la gouvernance de l'entreprise. Mais il y a aussi un système de gouvernance de l'ERA en tant que tel. Et ça repose sur des comités de gestion, des comités souvent auxquels participent le conseil de bande, des membres du conseil de bande, des conseillers en développement socio-économique, etc. Et là, ça repose sur la capacité des communautés. Et on sait, les communautés vivent des difficultés. Donc, c'est souvent les mêmes personnes qui sont sollicitées, qui sont sur tous les comités. Donc, donc ça demande beaucoup aux communautés par rapport aux ressources qu'elles ont pour gérer ce genre d'entente-là. Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà. Et suite ce que vous venez de dire, parce que vous avez parlé des communautés CRI, est-ce que ces ententes-là sont régies par la Convention de la baie James? Puis la paix des braves, puis tout ça, parce qu'ils ont une certaine autonomie sur le territoire, eux autres. Parce que le gouvernement du Québec, quand il bloque avec les autres, il dit tout le temps, c'est moi le propriétaire ici. Quand on parle des ressources forestières, le gouvernement, les forêts publiques, il dit c'est à moi ça. Quand il arrive dans le Nord, c'est un peu différent, parce qu'à cause de la Convention, il y a des obligations. Alors, quand vous dites qu'ils font des partenariats plus que des ententes, est-ce que ça peut dépendre de cette position juridique dans laquelle ils sont? Parce qu'il y a une forme d'autonomie sur le territoire. Résolu l'avait après, ça dépend. Peut-être plus au niveau de la. Mais c'est. Comme vous le dites, là, mais certaines ententes, répercussions, avantages. Moi, je voulais définir ça. Oui, entente, on a beaucoup de répercussions. Mais est-ce qu'on a des avantages? Je vous les ai dit tantôt, là, en termes de redevance, ça, c'est une question qui n'est pas abordée. Au niveau des claims, ça a changé. Bien, j'espère que ça a changé. Avant, il y avait le claim devait être occupé de façon physiquement. Et plus tard, tu peux être chez vous puis claimer au nord de Equantia, hein, sans nécessairement être présent. Et c'est pas, je veux revenir sur le dernier jugement. Je pense que ça va faire partie des discussions futures parce qu'on a beaucoup
de demandes. On a des compagnies, même la compagnie Rio Tinto, font des études pour trouver de nouvelles sources minières. Et c'est là l'importance que quand on dit ici, là, oui, il y a une obligation de consulter, mais elle n'est pas nécessairement suivie comme ça devrait être. La consultation, l'accommodement et le consentement. Mais on dirait qu'on est toujours au stade de consultation et à la fin de la journée, on nous dit merci, on prend vos préoccupations, mais c'est qui décide à la fin de la journée? Ça, c'est un autre écueil pour nous autres. Donc, on retourne en cours comme Lac-Barrière a fait pour le Québec. Chapeau. Comme je vous disais, là, je ne sais pas si vous connaissez Lac-Barrière, là. C'est pas évident là-bas. Mais des questions de principe, des leaders aînés disent le territoire n'a jamais été cédé. Et il y en a un autre qui décide à Ottawa ou à Québec sur des territoires qui ne lui appartiennent pas. C'est important, là. C'est très important quand je dis pourquoi il faut aller en cours pour que le juge le dise au gouvernement. Et c'est là, des fois, la mise en œuvre, mettons, d'un jugement, la mise en œuvre, on dirait, on vient comme trouver une formule qui rend étroit l'interprétation qu'on peut en faire du jugement. Je m'explique. Au lieu de reconnaître le droit, ça veut dire le consentement. Le consentement, c'est le droit de décider. Mais là, on dit, il y a un jugement, on va faire une politique de consultation. À Ottawa ou à Québec. C'est pas ça. C'est pas ce que ça dit. C'est une obligation de consulter le détenteur du titre. Et c'est là que les éléments ne sont pas sûrement mis en place. Et encore une fois, on a ce qu'on a. C'est ça qui est. Il y a beaucoup de gens, des gens nous disent, mais pourquoi mais là, moi, je veux pas. Moi, j'appelle ça les colonnes à Ottawa, puis certaines colonnes à Québec. Tu essaies de ébranler les colonnes. C'est ça. C'est ça une des grosses difficultés. Peu importe qui est là-bas, peu importe qui dirige, peu importe travaille pour le fonctionnement, c'est une des grosses difficultés qu'on a, c'est que ces colonnes-là, malgré tout ce qu'on peut faire, des manifestations, des Nations Unies, des jugements, on dirait que ça avance pas. Malgré qu'on pense qu'on a certaines avancées, comme je dis, là, moi je pense une des plus belles concertations dans ma région, c'est qu'il y a 20 ans, jamais je me serais assis avec la MRC, la région, avec les maires. Et actuellement, nous avons 2 dossiers majeurs qu'on a réussi ensemble de sauvegarder l'île Anticosti contre des projets pétroliers. Et on a réussi à éviter qu'il y ait un ouvrage majeur sur la rivière Macpail en déclarant la rivière comme personne vivante qui maintenant peut se défendre. C'est majeur, là. Lorsque le projet Romaine est arrivé, quand tu es allé à Saint-Pierre,
puis là maintenant, je le dis en tout respect, on recevait des pierres sur nos autos. On entendait des commentaires à travers l'épicerie. On entendait clairement ce qu'ils disaient de nous, qu'on était des anti-développeurs. Mais les mots utilisés, là, c'était pas à ce moment-là, peut-être, il y avait une frustration. Puis aujourd'hui, malgré tout ce qu'on nous on avait dit, aujourd'hui, ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont pensé de ce projet-là, tout ce qu'ils avaient prévu ou pour le futur n'est pas arrivé. Alors aujourd'hui, on est quand même, on utilise beaucoup le projet Roman pour se doter c'est le mot concertation qui me revient. Le préfet, maintenant, on est en discussion. Tantôt, il y aura d'autres points litigieux entre peut-être la MRC et les municipalités. Parce qu'un des points, lacune que je vois, c'est qu'on a donné des autorités à la MRC de décider sur notre territoire. Ça, c'est encore des discussions qu'il va falloir tenir. Mais j'espère qu'on n'en viendra pas comme il y a 10, 15, 20 ans. Là. C'est pas facile de s'entendre, comme on dit. Voilà. On va continuer. Mais je vous remercie énormément pour avoir partagé vos réflexions, pour avoir nourri notre réflexion, pour voir c'est quoi les prochaines étapes pour avancer. Je retiens l'image du portage. C'est cette longue étape à transporter tous nos vieux bagages coloniaux, probablement une coupe de colonnes qu'on est en train de transporter dans nos embarcations sur notre dos. Alors, essayons d'avancer ensemble pour arriver à une rivière libre.